Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Donald Trump est un showman. C'était une star de la télévision avant qu'il soit président. J'aimerais que les gens puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent. C'est parti de l'Amérique, Alaska. Bah oui, Amérique du Sud. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent. On va forer, comme des dingues. Drill, baby, drill. Et d'un coup, tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Tu vas me fatiguer, frère. Tu vas me fatiguer. Vas-y, on fait ça, je fais une prise de judo. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. C'est incompréhensible en fait. Même moi, je comprends pas. Nous allons mettre en place la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Vous avez tarpé peur. Nous sommes en guerre. Oui, we are in war, c'est ce que dit Trump, et c'est parti, c'est parti. Nous sommes à 4 jours de l'intronisation de Donald Trump comme 47e président des États-Unis le 20 janvier prochain. Qu'est-ce qui va se passer avec toute cette équipe, Musk, Tulsi Gabbard et compagnie, Robert Kennedy Jr. On verra, qui vivra verra, puisque qui a voté a vu. Mais on va en parler avec Stéphane Bureau, le journaliste Stéphane Bureau, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Et puis, nous allons parler de la Cour des comptes. Car la Cour des comptes dit attention au nouveau réacteur nucléaire EPR2, attention à l'expérience Flamanville, attention. Eh bien, on va en parler avec Fabien Bouglet, comme vous savez, qui est notre expert en politique énergétique, qui a écrit La guerre de l'énergie aux éditions du Roger. C'est plus compliqué que ça. Alors, est-ce que c'est la lutte finale entre le nucléaire et les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire les intermittentes du spectacle? On va le savoir. Vous allez voir, ça va être pas mal du tout. Et puis, évidemment, les pairs avec Sébastien Delogus, sur lequel on peut toujours compter. Alors, un sujet formidable, c'est Rima Hassan qui congédie Mathilde Panot. Donc, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, vous allez voir. Et qui avait prévu ça 3 ans plus tard. On va retrouver des documents tout à fait intéressants de l'époque. Et puis, évidemment, qui va être président? Va-t-il y avoir des présidentielles anticipées? LFI est en train d'envoyer des invitations, comme on dit. Et pour l'émission culturelle, dans la culture dans tous ses états, on va recevoir quelqu'un d'assez formidable. C'est une très très grande personnalité, Fawzia Koofied, qui a failli être président de l'Afghanistan, qui est maintenant en exil, bien sûr, à Londres, qui a écrit un livre tout à fait passionnant, Lettres à mes sœurs. Avec Céline Alonso, nous allons recevoir cette personnalité afghane pour parler du drame de l'Afghanistan. Et hélas, ce n'est pas d'hier. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un éléphant, ça trompe énormément, mais un éléphant républicain dans 4 jours, ça trompe de plus en plus énormément. Tout de suite, on en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ouais, vous connaissez tous maintenant, YMCA, avec la fameuse danse trumpienne, une vraie danse d'éléphant, d'ailleurs, il faut bien dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà, d'ailleurs? Parce que ça fait quelques jours, bien avant, mais évidemment, Trump, il peut pas s'empêcher de parler, et ça fait à peu près 3 semaines qu'il annonce déjà des choses. On en parle avec Stéphane Bureau. Vous êtes journaliste québécois, vous êtes créateur et animateur de l'excellent podcast Contact, et vous êtes correspondant pour les affaires américaines de BFM TV. Alors, Stéphane Bureau, au fond... Bonjour, on a l'impression... Bonjour Stéphane, bien... Et au fond, alors, entre l'accord de Gaza qui n'est pas encore fait, où chacun d'ailleurs Biden et Trump revendiquent la chose, on en parlera, les prétentions qu'a de Trump en disant mais pourquoi le Canada ne deviendrait pas le 51e État des États-Unis, le Groenland bien sûr, et on voit que même le Premier ministre du Groenland en parle en disant mais écoutez, pourquoi pas l'indépendance, le canal de Panama.
eux, et puis les auditions qui ont lieu actuellement au Sénat des futurs ministres de Trump. Alors, on a l'impression, Stéphane Bureau, que quand même, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu, en effet. Je dirais le premier précédent, c'est un président élu, mais donc pas encore aux manettes, qui emmène si large. Vous disiez 3 semaines, je fais plutôt l'hypothèse qu'il a commencé à exercer le pouvoir le 6 ou le 7 novembre, donc le lendemain ou le surlendemain. Le lendemain où il a été élu, vous voulez dire. Exactement. Et il a une parole, c'est rare. J'aimerais qu'en France, ça soit vrai, une parole performative, parce qu'il faut voir qu'on cause beaucoup ici et souvent on fait peu de choses. Alors lui, il parle et il fait bouger. C'est remarquable, c'est presque de la magie. Je vous donnerai comme premier exemple, il est banal, mais à l'endroit du Mexique et du Canada, puisqu'on parlait de cette idée de faire du Canada le 51e État américain, très tôt dans cette période donc de transition, il dit il y a quelque chose qui cloche avec nos frontières canadiennes et mexicaines, immigration illégale, entrée massive de fentanyl. Il faudrait faire quelque chose. Donc, je vous annonce qu'au jour 1 de ma présidence, donc lundi après-midi, je signe un décret et j'imposerai unilatéralement des droits douaniers de 25%. Résultat net des courses. Mexique, pour le Mexique et le Canada? Oui, pour les deux. Les deux, oui. Alors, c'est une médecine costaude. Et résultat net, d'abord, M. Trudeau, le premier ministre, s'est rapidement présenté à Mar-a-Lago pour aller plaider sa cause. En Floride, oui. Mal lui en pris, parce que depuis, le président se fout de sa gueule, très publiquement, en disant qu'il n'est que le gouverneur, et non pas le premier ministre, du 51e État. Le Canada a déjà été gommé. Mais l'idée, c'est que le Canada a déjà promis de dépenser 2 milliards de dollars pour justement mieux verrouiller cette frontière, qui historiquement n'est pas la plus poreuse, mais c'est vrai qu'il y a une immigration illégale qui passe par le Canada pour entrer aux États-Unis. Donc même déjà chose, des effets. La présidente du Mexique a fait exactement la même chose, Mme Sheinbaum, qui, quelques jours après la menace, disait, après une conversation avec le président élu, il faut voir que c'est le président élu, mais qui déjà est aux manettes. Ça nous amène à ce qui s'est passé hier en Israël, ou à Gaza plutôt. Sinon, dans les deux territoires, ou dans le pays et le territoire, M. Trump obtient de la présidente du Mexique déjà des aménagements pour faire en sorte que la frontière soit sécurisée. Résultat, encore une fois, aussi pour lui, positif. Il dit « j'ai gagné avant même d'avoir été même officiellement... » pouvoir, oui, exactement. Et c'est pour lui, bénéfice, pur bénéfice. Sa parole fait bouger les lignes. C'est arrivé hier, on l'a senti, beaucoup de tensions entre M. Biden et M. Trump, parce que qui le premier a annoncé l'accord de cessez-le-feu en disant « les otages rentrent à la maison », c'est M. Trump. Donc, avant M. Biden. Avant M. Biden, peut-être parce que dans les faits, tout n'était pas parfaitement réglé. D'ailleurs, on le voit encore ce matin, c'est très fragile. C'est encore très flou, très fragile. C'est un peu flou, en effet. Mais M. Trump avait délégué M. Witkoff, qui est son envoyé spécial au Proche-Orient. Tout à fait. Et il n'y a pas de hasard. Si le premier otage sera libéré, si tout va bien, dimanche, la veille de l'assermentation du président Trump, on ne peut pas voir un hasard du calendrier. Ça fait 15 mois que l'administration Biden essaie poussivement de trouver une solution. Et cette administration était, dès le départ, dans les blocs de départ, disqualifiée auprès de M. Netanyahou. Mais alors, ça a été très difficile. Très difficile. Alors, Stéphane Bureau, quand même, est-ce que c'est bien? Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il a avant d'être intronisé? Encore une fois, il est certes président élu, mais il n'est pas président de fait. Il le sera à partir du 20 janvier, dans 4 jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'il lance ses fusées, ses Scud, Canada, Groenland, et on a vu les réactions Panama. Déjà du Premier ministre Panama, bien sûr, mais regarde les réactions du Premier ministre danois, qui a la tutelle sur le Groenland. 2 choses. D'abord, il y a la réaction du premier ministre du Groenland qui dit, vous savez, nous, on parle d'indépendance parce qu'il y a des discussion là-dessus au Groenland. Ça faisait partie d'ailleurs des vœux de la Saint-Sylvestre, je pense, du premier ministre. Alors, comme par hasard, le président élu, il dit, savez-vous, si vous avez besoin d'un coup de pouce, nous sommes là pour vous aider. C'est une vision, en fait, c'est l'incarnation de la destinée manifeste, le Manifest Destiny, cette idée de consolider l'Amérique du Nord. Il y a une logique et ça a été conçu et exprimé bien avant M. Trump. C'est presque la doctrine de Monroe. Oui, la doctrine de Monroe est cette espèce d'idée que l'Europe se tient loin de l'Amérique et que les Américains, entre eux, s'arrangent avec leurs petites affaires. Mais avec l'environnement, quand même, voilà. Mais j'ajoute qu'à la réaction du premier ministre du Groenland, il y a celle du ministre des Affaires étrangères danois qui dit, savez-vous,
on peut peut-être discuter, on peut peut-être trouver avec les États-Unis de M. Trump des solutions à quelques problèmes, quels qu'ils soient. Alors, est-ce que c'est de mieux sécuriser le Groenland, parce qu'on le sait aujourd'hui, le passage est ouvert, il y aura de la navigation, et c'est un peu la vision que nous propose Trump. Il dit, Canada, Groenland, c'est de sécuriser ce nouveau territoire qui stratégiquement est extraordinairement sensible. Sans compter les mines, le sous-sol, les richesses du sous-sol du Groenland. Hein. Il ne faut pas le dire, c'est un secret, André. Oui, évidemment. Tant au Canada, pas mal, oui, tant au Canada qu'au Groenland, il y a beaucoup de ces ressources précieuses. Et le Canada, déjà, a commencé à dérouler le tapis. Les premiers à être intéressés par ces ressources, ces terres rares, c'est le Pentagone qui sait qu'on ne peut pas se fier sur la Chine. Évidemment, on est dans une guerre larvée avec la Chine. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les Chinois pour... Donc, c'est pas mal d'avoir un voisin du Nord qui est quand même là. Et Stéphane Bureau, non, mais c'est assez passionnant. Et puis alors, je voudrais qu'on en parle un peu, notamment dans cet échange entre Justin Trudeau et Musk à propos du Canada. Mais moi, ce qui me frappe aussi, je sais pas, il y a pas à s'en réjouir ni à en déplorer, mais c'est cette brutalité de ton, cette espèce de franchise absolument brutale qui dit c'est comme ça et qui a l'air maintenant de contaminer beaucoup de monde, de contaminer ou de je dirais teinter, de faire du bien, enfin, voilà. De teinter le discours de tous. Oui, c'est vrai qu'il a désinhibé la parole, M. Trump, pourrions-nous ainsi dire les choses. C'est clair que c'est assez cash entre M. Trump et ses adversaires politiques, même avec ceux qui l'affectionnent. Il peut avoir des petits colibets à l'occasion. Musk, qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il est le meilleur conseiller, enfin le meilleur conseiller, probablement un des conseillers les plus proches de M. Trump. Il est un vice-président bis. Il est un électron libre. Électron libre. Ouais. Et je vous dirais, à la blague, c'est aussi la première dame bis, parce qu'il y a une bromance entre Trump et Musk qui est complète. M. Musk vit... Mais il est à résidence à Mar-a-Lago depuis le 4 ou 5 novembre, très conscient de ce qu'il faut jamais n'être très loin de l'oreille de M. Trump. On dit souvent que c'est le dernier qui aura son attention, qui emportera le match. C'est réducteur et simplet, on est d'accord. Mais je crois que Musk a compris qu'il fallait être présent, qu'il fallait être là, ne serait-ce que pour être dans la pièce quand une conversation s'établit entre Zelensky et le président élu. Le président, absolument. Et vous parliez de libérer la parole, si tant est qu'elle était bridée avant. On le voit partout dans la culture aujourd'hui politique américaine. On parlait à micro fermé de ce qui s'est passé mardi, mais c'est formidable. Alors qu'on était à recevoir le futur secrétaire de la Défense, M. Hegseth, avec des questions, des échanges virils sur des choses aussi fondamentales que le fait qu'il ait à répétition trompé ses femmes qui boivent un peu. Il y a des questions hallucinantes sur sa vie privée, mais totale. Enfin, il faut voir que quand même, il y a un prétexte à tout ça, c'est qu'en 2017, il aurait, conditionnel, agressé sexuellement une femme. Or, la police jamais n'a retenu la plainte. Alors, il se défend, mais ça a ouvert évidemment immédiatement une autoroute pour le questionner. Et là, on est dans le hall aux hypocrites. Sauf que justement, un sénateur a répondu à ses collègues. Mullen, républicain de l'Oklahoma, qui dit « Je mets au défi les membres masculins du Sénat de me dire qu'ils n'ont jamais trompé leur femme ou ne se sont jamais présentés sur le plancher du Sénat en étant pas légèrement en état d'ébriété. » Et là, soudainement, il n'y a pas eu un mot. Et quand je parlais du hall aux hypocrites, il faut voir qu'un des principaux sénateurs à questionner, mais avec force, le futur secrétaire de la Défense Hegseth, c'est c'est le sénateur de la Virginie, Tim Kaine, ancien colistier de Madame Clinton. De Madame Clinton, oui, il faut le rappeler. À répétition, a dû se pincer le nez pensant aux incartades de son mari. S'il y a quelqu'un qui, historiquement, est montré du doigt pour ses aventures extra-conjugales, c'est un peu lui. Or, le colistier de... Et la pudibonderie dans le discours de M. Kaine, c'était un peu surréaliste compte tenu que lui a fait beaucoup de compromis. Je dirais, place une hypocrisie tartuffienne totale. Oh oui. Mais alors, Stéphane Bureau, pour
pour avancer un tout petit peu et conclure là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre. Alors, ce bruit ou cette rumeur des 100 propositions, est-ce qu'à votre avis, dans les 24 heures qui vont suivre le 20 janvier, il va y avoir une salve, une pétarade, un tsunami, je ne sais pas, de décrets, de prises de position, déjà en plus de celles qu'on a entendues jusqu'ici? Alors, il faut voir que déjà, des choses ont bougé parce que M. Trump a fait pression. On verra si dimanche les premiers otages sont libérés à Gaza. Mais c'est une certitude. L'action commencera dans les minutes, sinon les heures, qui suivront la sermentation à Washington lundi. C'est à midi que ça se passe et c'est formidable parce que c'est comme du papier musique. Il y a M. Biden qui va quitter la Maison-Blanche probablement aux alentours de 11 heures pour ne plus jamais y revenir. L'équipe de la Maison-Blanche a le temps de l'assermentation pour faire place nette. Ah oui, et tous doivent quitter leur bureau à midi, quoi. C'est ça. Tout doit être nettoyé et on doit être prêt au garde-à-vous pour recevoir le nouveau président. Alors, on préférera sans doute qu'il descende l'avenue Pennsylvanie à pied pour leur donner un peu de temps. Je ne sais pas si, compte tenu de ce qu'on dit des risques sécuritaires, il faut voir qu'il y a quand même Mais vous avez vu qu'il est question aussi qu'ils viennent dans un camion, des déchets dans un camion de la voirie américaine, puisque rappelons-nous que Biden avait traité les électeurs de Trump d'ordures. Et immédiatement, parce que c'est le roi du jujutsu, M. Trump, il avait réussi à renverser la vapeur en se présentant le lendemain avec son gilet orange et pas jaune et aux commandes d'un camion. Et l'image était forte. L'image, dans les derniers jours de la campagne, avait fait rire. Et c'est un peu aussi la méthode de Trump. Il y a un deuxième, troisième degré qu'on a souvent mal perçu. À chaque fois que les journalistes qui le suivaient disaient « mais il vient de dire une horreur », il établissait, lui, un contact avec ses électeurs qui comprenaient, avec le clin d'œil. Non, c'est pas grave, c'est bien de le dire, etc. C'est un gag, c'est un gag. Et il n'y a que les gens trop sérieux qui mordent à l'hameçon. Mais ça a fonctionné. Donc, à votre question, je vous dirais, André, attendons-nous à ce que dans les minutes, les heures, beaucoup de choses, mais pas que le jour du 20 janvier. Non, bien ça sûr. sera le 21, le 22, des décrets, un peu comme il l'avait fait en 2016, pour renverser certaines choses. Et du point de vue de ce qui vous intéresse particulièrement, les enjeux liés à la liberté d'expression, ce qui se trame, parce que le 19... ça sera coucher de soleil pour TikTok aux États-Unis. TikTok est interdit puisque le réseau social ne sera pas vendu à une entreprise américaine pour se condenser, quoiqu'il y ait eu des rumeurs que M. Musk peut-être était intéressé. Mais donc le 19, encore une fois, le calendrier est magnifique. La veille de l'assermentation, TikTok va fermer le rideau aux États-Unis. Mais ça signifie beaucoup de contenu en ligne qui n'existera plus, qui ne sera plus distribué. Et M. Trump, qui était le premier à dire il faut se méfier de TikTok, est aujourd'hui de ceux qui disent on ne doit pas s'en passer au nom de la liberté d'expression. On demandait à la Cour suprême d'attendre avant de rendre un jugement là-dessus, absolument. pour qu'il ait, lui, le temps de sauver la mise, dit-il. Or, qui sera à côté de lui dans la tribune présidentielle? Le patron de TikTok, le 20. Et parmi les décrets qui pourraient être signés lundi, si tant est que ça soit légalement possible, un décret de M. Trump pour faire en sorte de suspendre cette loi pour 60, peut-être 90 jours, afin de permettre à un acheteur ou de trouver une autre solution pour que TikTok ne disparaisse pas. Eh bien, écoutez, TikTok et tout le reste, eh bien, on va suivre tout ça. Merci Stéphane Bureau. N'est-ce pas passionnant? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, on se reparlera, je le pense. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Intermittente ou pas intermittente. Vous avez vu qu'on parle du matin au soir, du soir au matin, mais n'importe comment de la transition énergétique. Les écolos à la veste verte sont vent debout, c'est le cas de le dire. Les autres disent mais combien ça coûte? Et puis, un rapport là, qui vient de sortir de la Cour des comptes, dit attention au nucléaire, à la construction de 6 nouveaux réacteurs. On va en parler tout de suite avec Fabien Bouglet. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts,
Le vent fripon, hein, Georges Brassens, le vent fripon. Mais quel est ce vent, effectivement, qui agite la Cour des comptes? Alors, en quelques mots juste, il dit attention à une précipitation dans la finalisation de l'investissement dans les réacteurs EPR2. Vous savez, c'est les nouveaux réacteurs nucléaires. C'est encore flou, l'absence de devis finalisé entre EDF et l'État, risque financier, rentabilité prévisionnelle du programme EPR2 reste à ce stade inconnu, dit la Cour des comptes dans les propos rapportés par les Échos, et la Cour recommande de différer la décision finale d'investissement jusqu'à une meilleure clarification du financement et des coûts professionnels. Voilà, on dit on ne sait pas les estimations, c'était basé à 64,4 milliards d'euros, et ce serait près de 80 milliards d'euros. Donc Moscovici, premier président des comptes, a précisé lors d'une conférence de presse que ça pourrait excéder les 100 milliards d'euros. Alors, Fabien Bouglet, on vous a reçu, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous avez parlé de la transition énergétique, vous avez été l'un des premiers, si on premier à parler des éoliennes et de ce que ça veut dire pour l'intermittence du spectacle, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi la Cour des comptes se met vent debout contre ces nouveaux réacteurs? Je vais dire très clairement que le rapport de la Cour des comptes est sur la forme, un acte de guerre contre la souveraineté énergétique française. Carrément. C'est extrêmement grave, les déclarations qu'ont faites la Cour des comptes. Pourquoi? Tout d'abord parce que André Berkoff, nous sommes au moment où la France est en train de mettre au réseau Flamanville 3. Le réacteur de nouvelle génération, le plus puissant dans le monde, André Berkoff. Celui qui montre l'excellence de notre filière nucléaire. Et la Cour des comptes n'attend pas un moment calme pour diffuser un rapport qui dénigre notre filière nucléaire. Elle le fait au moment où la France montre son excellence dans le monde, auprès de futurs potentiels clients. Oui, investisseurs. Et c'est là où il faut comprendre qu'au-delà des éléments de fond, au-delà du fait qu'au sein de la Cour des comptes, il y a des personnes évidemment de qualité. Bien sûr. Eh bien, ce rapport est une trahison. Ce rapport est un coup de couteau dans le dos de la filière nucléaire française. Et je pèse mes mots. Et j'ai suffisamment d'éléments sur la Cour des comptes pour pouvoir dire que malheureusement, la Cour des comptes est gangrénée par les antinucléaires pro-éoliens. Et ce rapport n'est que la conséquence de cette infiltration d'institutions publiques comme l'ADEME, comme la Cour des comptes, comme d'autres institutions qui font exercer une activité officielle à des personnes qui jouent une route contraire aux intérêts de la France. Mais alors pourquoi préciser? Parce que là, ce sont des accusations aussi graves que vous lancez, mais vous voulez dire qu'il y a une intention un peu de réduire, de ralentir un peu ce qui se fait avec le Flamanville 3 et compagnie. L'Agence internationale de l'énergie vient de dire dans un rapport que le nucléaire était en train de se renforcer dans le monde de manière spectaculaire. C'est un article de Libé de ce matin. Oui. La France montre son excellence avec Flamanville qu'on va pouvoir vendre dans le monde entier. Et les jours, au moment où on raccorde le réseau, la Cour des comptes, et j'ai là la synthèse, dit la filière nucléaire française est loin d'être prête. Est loin d'être prête. Quel signal? C'est faux pour vous. C'est totalement faux. C'est un signal pour qui? C'est un signal pour les potentiels clients des réacteurs nucléaires français d'EDF. Et pour qui travaillent ces gens qui écrivent ce rapport? Pour Westinghouse, pour l'américain Westinghouse, pour la filière nucléaire de Donald Trump, ou pour la filière Rosatom russe de Vladimir Poutine, qui sont les principaux concurrents? À qui profite le crime d'un tel rapport scélérat? Parce que sur le fond, on dit... vous ne pouvez pas dire que vous pouvez pas dire et prouver que ces personnes travaillent pour Westinghouse ou pour... Absolument pas. Ouais, en revanche, leurs actes, leur
ont des conséquences. Puisque... Mais alors pourquoi? Comment il se fait, je reviens à ce que vous disiez, Fabien Bouglet, comment il se fait, et je sais que vous avez échangé un certain nombre de mails, ça, qu'est-ce qui fait? Il y a, ce que vous dites en fait, en tout cas ce que vous prétendez, c'est qu'il y a à l'intérieur même de la Cour des comptes ou d'autres organismes, des gens qui travaillent contre ce développement de la filière nucléaire en France. Tout à fait. La Cour des comptes est infiltrée par des gens anti-nucléaires. Et j'en ai pour preuve un échange de mails. Je peux tout à fait le produire. Et si d'aventure il venait me chercher, j'ai une correspondance de mails. L'année dernière, la Cour des comptes a publié un rapport sur l'éolien. Alors là, sur le rapport, c'est il faut accélérer les investissements. Vous avez vu ? La Cour des comptes accélère les investissements sur l'éolien, mais il faut surtout ralentir les investissements dans le nucléaire. Et j'ai demandé à la présidente de la Chambre, c'est la Chambre 2e, et la section de la Chambre qui est chargée de l'énergie, c'est la section 3. De la Cour des comptes. De la Cour des comptes. J'ai donc écrit à la présidente de la Chambre 2e de me donner la liste des rédacteurs de ce rapport qui favorisait l'éolien et qui disait qu'il fallait accélérer. Et figurez-vous, André Berkoff, que Madame Poder, à l'époque, elle n'est plus présidente, a souhaité ne pas me répondre. Elle a souhaité ne pas me donner les éléments d'information de qui constituait la section 3 qui était chargée de la rédaction de ce rapport sur l'éolien. On ne pouvait pas vérifier les conflits d'intérêts. Et par hasard, elle a laissé dans le mail le président de la section 3, Monsieur Albertini. Jean-Paul Albertini. Et Jean-Paul Albertini, qui était donc le président de la section 3 chargé de l'énergie. Rédiger le rapport, c'est ça? Celui qui rédige le rapport et le publie. Il était directeur de cabinet de Dominique Voynet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement et qu'elle a fermé Superphénix. À ce moment-là, il était directeur de cabinet de Dominique Voynet. Elle était directeur de cabinet de Dominique Voynet, qui a été la fossoyeur du nucléaire français. Son parcours est totalement lié à une politique antinucléaire. Mais lui a rédigé, vous dire, enfin, ou a présidé le rapport sur l'éolien. Et d'ailleurs, depuis, ils l'ont nommé président de la Cour des comptes en Hauts-de-France, là où il y a plein d'éoliennes, probablement, parce que et Madame Poder, d'ailleurs, a été remplacée par une autre présidente de chambre. Et j'ai alors sur le rapport sur le nucléaire, ben là c'est Madame la rapporteure de ce rapport, j'ai vérifié, c'est Rislan Bidaoui. Rislan Bidaoui qui était à la communauté de communes de Dunkerque. Avec le ministre, Monsieur Vertrit, qui était pro-éolien, et elle a participé à de nombreux colloques sur la transition énergétique. Vous savez, là où il faut mettre plein d'éoliennes, etc. Et elle a été nommée à la Cour des comptes, et elle a déjà dans ses interventions des postures très pro-éoliennes. Mais le pire, André Berkoff, c'est qu'à la Cour des comptes, vous avez une personne qui a été nommée après son passage à RTE, il s'appelle François Brotte. Il a été nommé commissaire, il a été maître spécial chargé de mission extraordinaire. C'est François Brotte. François Brotte, il a été nommé patron de RTE et il était le maître d'œuvre sous François Hollande à l'Assemblée nationale. Il était député. Il était maître d'œuvre de la loi de la baisse de la part du nucléaire à 50% et de la loi d'accélération des éoliennes. Au sein même de la Cour des comptes, vous avez un ensemble d'agents. Et j'ai vérifié sur LinkedIn, il est toujours conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes aujourd'hui. Alors il n'est pas, on va être très clair, il n'est pas membre de la section 3 de la Chambre 2. Donc c'est pas lui qui a rédigé ce rapport. Il n'est pas, d'après les informations que j'ai pu avoir, parce que il me donne pas les informations, mais j'ai quand même des informations. Mais vous trouvez, c'est quand même assez extraordinaire qu'une juridiction ne daigne pas donner les rapporteurs et les noms des personnes qui rédigent un rapport. Je trouve ça absolument dingue. Alors, il faut être honnête, depuis mon intervention par mail à la Cour des comptes, il y a eu le changement de la présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes, et le rapport sur le nucléaire n'est plus anonyme. Et là, ils ont commencé à expliquer qui ils avaient auditionné, qui l'avait rédigé, puisque j'ai pu découvrir Madame Rislan Bidaoui était intervenue. Alors juste, Fabien Bouglet, je voudrais revenir au fond. Quand ils disent ça coûte très cher, 80 milliards d'euros, ça peut excéder les 100 milliards d'euros, vous dites, mais attendez, c'est une goutte d'eau par rapport au reste. Alors expliquez-nous, parce que nous, quand on entend 80 milliards, 100 milliards, c'est quand même... Parce que d'abord, 23 milliards, le coût de Flamanville, c'est une tête
une tête de pont, c'est-à-dire on essuie les plâtres, on coûte le numéro 0, c'est comme dans n'importe quel projet, en niveau international, c'est une tête de série. C'est-à-dire qu'en fait, les 23 milliards qu'ont coûté Flamanville, il faut le mutualiser avec les 6 ou 12 ou 15 qui vont venir, puisqu'ils seront identiques. Ensuite, 80 milliards, c'est absolument pas choquant. Une centrale nucléaire fonctionne 60 à 80 ans aux États-Unis. Et donc, elles sont amorties. Ce coût est amorti en 20 ans, en 25 ans. Une éolienne, on a dépensé, la Cour des comptes a établi qu'on avait dépensé 120 milliards dans les énergies renouvelables dans un rapport de 2018. Vous dire, la France a dépensé 120 milliards. Plus que 120 milliards, parce que c'était en 2018, il y a 6 ans. Il n'y a pas eu depuis de... Et il y a eu un rapport de... Il n'y a pas eu de... Oui, les chiffres d'aujourd'hui. Non, il y a eu un rapport de Julien Aubert qui dit que le coût des éoliennes de 90 milliards a représenté le coût de l'intégralité des 58 réacteurs nucléaires construits en France. Depuis le début. Et les nucléaires représentent 40% du mix énergétique. Et les éoliennes aujourd'hui 1,5% du mix énergétique. Vous voulez dire 45% le nucléaire, 90 milliards. 90 milliards et éoliennes 1,5 milliard, 90 milliards. Plus de 90 milliards. C'est vous dire que c'est une mauvaise foi affligeante. C'est un acte de trahison de la France. 100 milliards pour 6 réacteurs nucléaires, mais ce n'est pas grand-chose, au contraire. Pourquoi ? Parce qu'on va créer une filière qui va produire de l'énergie, qui va être amortie sur de nombreuses... Oui, on aurait pu prendre les chiffres quand on a fait le plan Messmer en 1974, les 13 premiers réacteurs nucléaires, peut-être qu'on aurait considéré, c'était des milliards de francs à l'époque. Bien sûr. Mais 20 ans après, vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, c'était amorti et on va dire 15 ans après le début de la construction des réacteurs nucléaires, la France avait l'électricité la moins chère d'Europe. Et la facture d'électricité des Français baissait. Et oui, tandis qu'aujourd'hui... on sait où on en est aujourd'hui. Juste, on va reprendre avec vous, Fabien Bouglet, juste après une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La guerre de l'énergie bat son plein, comme vous voyez. On en parle avec Fabien Bouglet, d'ailleurs, qui a écrit, même auteur de La guerre de l'énergie aux éditions du Rocher, entre autres livres. Alors aujourd'hui, on a l'impression, mais vraiment c'est la guerre, comme dit Emmanuel Macron, depuis 4 ans et demi, entre effectivement ceux qui disent, écoutez, arrêtons avec les éoliennes, arrêtons avec les énergies intermittentes, on voit ce que ça donne, et puis allons-y sur le nucléaire. Et au fond, est-ce que cette guerre, pour vous, très rapidement, Fabien Bouglet, est-ce que cette guerre, elle est gagnée, elle est perdue, pour qui ? En fait, le rapport de la Cour des comptes fait partie de cette guerre. Pour ralentir le nucléaire français, ce sont des officines qui ralentissent le nucléaire français et qui veulent encore vendre les éoliennes. Mais effectivement, la guerre entre le nucléaire et l'éolien est finie. Le nucléaire va l'emporter, l'éolien va disparaître en France. On a eu ces 80 parlementaires qui ont demandé l'arrêt des subventions aux éoliennes. Et on voit que le mouvement mondial est un mouvement extrêmement fort, puisque Donald Trump vient d'annoncer la fin des éoliennes et du financement des éoliennes aux États-Unis. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir ce que fait la finance. Et les principales banques américaines, ainsi que BlackRock, qui est un l'immense BlackRock, qui est le plus grand actionnaire du monde. Le plus grand fonds d'investissement, qui était fortement investi dans la transition énergétique, vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il allait mettre fin au plan climat et à son association du plan climat net zéro. Ça veut dire que, concrètement, ils vont arrêter de financer les boîtes qui sont investies dans les éoliennes et les énergies intermittentes. Donc les investisseurs eux-mêmes... ça se traduit d'ailleurs en bourse, puisque Vestas, Ørsted, ils ont perdu entre 70 et 80% de leur cours de bourse depuis quelques années. On a une chute spectaculaire, on en a déjà parlé dans cette antenne, mais c'est en train de se traduire concrètement et on a là le champ des signes. Mais par contre, il faut se méfier parce que ce rapport de la Cour des comptes, il dit on n'est pas prêt, on n'est pas encore opérationnel. Ils veulent faire traîner les choses, mais au service de qui ?
au service non seulement de la filière russe ou de la filière américaine nucléaire, mais aussi de la filière chinoise oui. qui est en train d'attendre son heure et qui pourrait bien surpasser les filières nucléaires russes et américaines. On va voir, Fabien Bouglet, si les chants désespérés sont les chants les plus beaux à suivre. Merci. Voilà, mais en tout cas, Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il est évident que l'on va l'emporter et je suis très optimiste sur ce sujet. Très bien. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Alors pourquoi Costa tu pues et marche à l'ombre? Écoutez, il s'est passé quand même quelque chose de très étonnant. Il y a quelques jours, il y avait un meeting où il y avait Rima Hassan, vous savez, députée européenne, LFI, la France Insoumise, et puis il y avait Mathilde Panot, qui, je le rappelle, ont été entendus le 30 avril 2024 par la police dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme ouverte après des propos liés à la guerre au Proche-Orient. Mais il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Écoutez, pendant ce meeting, écoutez écoutez Rima Hassan devant la mine. Alors on est à la radio, je ne peux pas vous le montrer. La mine quand même un peu déconfite de Mathilde Panot. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Cette époque du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Eh bien, tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est assez étonnant. Parce que ce que dit Rima Hassan, il faut écouter les personnes, quel que soit ce que vous pourrez penser d'elle. Elle dit l'antiracisme a besoin d'incarnation et pas de porte-parole. Qui est l'incarnation? Moi, Rima Hassan, et puis d'autres. Qui est le porte-parole là autoproclamé? Mathilde Panot et quand même quelque part la France insoumise. C'est-à-dire qu'on est allé, on a regardé, maintenant, écoutez, écartez-vous, c'est à nous de prendre. Ça rappelle quand même quelques exemples historiques, où on a marché la main dans la main. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Iran, le Toudé, le Parti communiste qui a été écrasé en 15 jours par les partisans de l'ayatollah Khomeini. Alors, on n'en est pas là, mais c'est intéressant quand même. Et on voyait vraiment à la tête de Mathilde Panot qu'elle avait compris que un temps était révolu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons retrouvé un document formidable qui est la fondatrice des indigènes de la République, la militante indigéniste Ouria Boutelja, qui a écrit des livres très 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 parlants là-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'elle disait, Ouria Boutelja, en 2021? Vous voyez, c'est pas vieux, c'est il y a 3 ans. Et elle parlait de tout cela, et elle disait ceci, écoutez, par rapport à la France insoumise et par rapport à Jean-Luc Mélenchon, écoutez. J'ai été peut-être un peu trop négatif tout à l'heure, parce que il y a dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. On revient de loin, mon ami. Je sais bien. On revient quand même de loin. C'était quand même un espèce de laïcard de dingue. Je veux dire, il dit quand même des choses qu'il n'aurait pas dit il y a 15 ans. Et moi, je pense que c'est un travail politique. Voilà. C'est très 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 intéressant. On a un butin de guerre. Mélenchon comme butin de guerre des indigènes de la République. Et oui, on peut pas considérer ça comme rien. C'était un laïcard de dingue. Et regardez aujourd'hui comment il parle, Mélenchon. C'est très intéressant. Mais elle continue dans la même année. Écoutez. Dire en tant que non existante, en tant que quelqu'un qui n'existe pas politiquement, de dire on n'a aucun autre choix que de le soutenir à fond jusqu'aux législatives. Là, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mène ce combat de telle manière à ce que Mélenchon et l'Union populaire aient la place la plus grande aux législatives. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est pour le très court terme. Mais tout de suite après les législatives, et moi, je pense, et je suis assez convaincu du fait que toutes les tendances dont tu parlais tout à l'heure, le laïcardisme, la blanchité, en fait, elle est très présente dans cette organisation. Donc ça, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas faire abstraction de ça.
du fait qu'effectivement, il y a des, comme tu l'as dit tout à l'heure, Wissam, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui sont allés voter pour lui, mais ça, c'est juste un geste. Mais ça, à aucun moment, il n'a le droit ou il ne peut croire qu'ils lui sont acquis. Voilà, nous, les blanchités, les laïcards, on les voit bien, hein, dit Ouria Boutelja, en fait. C'est ça, c'est très intéressant. Elle dit, bon, on les voit bien, la France insoumise, mais écoutez, nous, on va aider, parce que c'est le butin de guerre, on va aider pour les législatives, je rappelle, c'est 2022, 2021, 2022, mais après, il faut leur dire, rien n'est acquis. Très, très, très intéressant pour les batailles à venir. Voilà, c'était un document qu'il fallait que vous ayez et que vous méditez là-dessus. Bonjour André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio dans la culture dans tous ses états et aujourd'hui nous allons recevoir une femme exceptionnelle, il faut le dire, Fawzia Koofi, la première femme à avoir été vice-présidente du Parlement en Afghanistan au début des années 2000. André, depuis plus de 20 ans, elle mène un combat sans relâche contre les talibans. Elle a été contrainte à l'exil en 2021 quand ils ont pris le pouvoir. Depuis, elle vit en Angleterre où chaque jour, elle lutte pour ses sœurs afghanes qui sont muselées, comme vous le savez, par le régime. Sa vie, son combat pour les femmes, elle va nous le raconter dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Voilà, un livre passionnant. Sud Radio.